Salut à tous et à toutes, attachez vos ceintures, ici Alex Torella en direction sur la radio. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait changer la donne, déclaration exclusive, riposte immédiate, réaction en chaîne. Nous entrons au cœur des faits dans le grand journal, un journal sans détour, sans cassure, sans bavure, sans filtre. C'est maintenant, bienvenue dans le grand journal sur Swag Radio. Depuis le studio de Swag, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Passez la commande à Alexa pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Alexa, open Swag Radio. Swag Radio on air avec du style. Tout de suite, voici les infos. Trump affirme que la guerre contre l'Iran sera terminée très bientôt. Donald Trump assure aux législateurs républicains que la guerre en Iran allait prendre fin très bientôt, mais a refusé de fournir un calendrier précis à ce sujet. Selon lui, la guerre prendrait fin que lorsque tous les objectifs des États-Unis seraient atteints. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Le président américain Donald Trump a assuré ce lundi aux législateurs républicains que la guerre en Iran prendrait fin très bientôt et a ajouté que l'opération américaine était un succès retentissant. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. And I think you'll see it's going to be a short-term excursion. How good is our military, right? Amazing. How good? Short-term. Short-term. Le président américain n'a pas annoncé de date officielle pour la fin des combats, mais a souligné que la guerre ne prendrait fin que lorsque tous les objectifs des États-Unis seraient atteints. Plus tard dans la journée, il a de nouveau affirmé que la guerre en Iran était nécessaire, affirmant sans fournir de preuves que Téhéran complotait pour prendre le contrôle du Moyen-Orient. They were going to take over the Middle East. They were looking to take over the Middle East. Now, had Operation Midnight Hammer not taken place, that was definite, because they would have had a nuclear weapon within a matter of weeks. But that took place. That was a setback. But look at the number of missiles they were able to buy and make over the last 6 months. And those missiles were aimed at various countries. And when you look at over 1,000 missiles shot at like UAE, they were looking to take over the Middle East. We got there first. Les frappes contre Téhéran continuent, beaucoup qualifiant les attaques de lundi comme l'un des raids aériens les plus violents depuis le début de la guerre fin février. Israël mène également des frappes quotidiennes sur ceux qu'il considère comme des cibles du Hezbollah soutenus par l'Iran dans plusieurs villes libanaises. De son côté, Téhéran continue ses représailles contre Israël. Au moins une personne a été tuée ces dernières 24 heures. Les attaques iraniennes visent également les États du Golfe voisins qui abritent des bases américaines. Ces attaques visent principalement les positions de Washington, mais ont également touché des infrastructures civiles et énergétiques. Selon les derniers chiffres, le nombre de morts s'élève à plus de 1230 en Iran, 397 au Liban, 11 en Israël et 7 militaires américains. Le président américain Donald Trump s'est retrouvé au cœur d'une vive controverse après avoir été interrogé par un journaliste au sujet de la destruction d'une école primaire en Iran, qui aurait fait de nombreuses victimes parmi les enfants. Lors d'un échange avec la presse, Trump a été pressé d'expliquer les informations selon lesquelles un missile de type Tomahawk, généralement utilisé par l'armée américaine, aurait frappé l'établissement scolaire situé dans la ville de Minab, dans le sud de l'Iran. L'attaque aurait provoqué la mort de plus d'une centaine de personnes, dont de nombreuses jeunes filles. Écoutons la réponse du président américain Donald Trump face à la presse. Vous venez de suggérer que l'Iran aurait d'une manière ou d'une autre mis la main sur un Tomahawk et bombardé sa propre école primaire le premier jour de la guerre. En même temps, vous êtes le seul de votre gouvernement à l'affirmer. Pourquoi êtes-vous le seul à l'affirmer? Parce que je n'en sais tout simplement pas assez à ce sujet. Je pense que c'est quelque chose qui, m'a-t-on dit, fait l'objet d'une enquête. Mais les Tomahawks sont utilisés par d'autres aussi, comme vous le savez. De nombreux autres pays possèdent des Tomahawks. Ils nous les achètent. En tout cas, quel que soit le résultat du rapport, je suis prêt à faire avec. Au Moyen-Orient, escalade militaire entre Israël, l'Iran et les États-Unis. La tension continue de monter au Moyen-Orient alors que les affrontements indirects entre Israël et l'Iran
et les forces américaines prennent une nouvelle dimension. Selon les autorités israéliennes, l'armée de l'air a mené une frappe ciblée contre un quartier général de drones appartenant au corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, en Iran. L'État hébreu affirme que cette installation a été utilisée pour coordonner des opérations de drones contre les intérêts israéliens dans la région. De ce côté, Téhéran a annoncé avoir détruit une base d'hélicoptères américaine au Koweït, affirmant que l'attaque faisait partie de ses représailles face aux opérations militaires menées par Washington. Ses alliés et les autorités iraniennes n'ont toutefois pas précisé l'ampleur des dégâts ni le nombre éventuel de victimes. Dans ce contexte de forte escalade, Kamal Karavi, conseiller en politique étrangère du bureau du guide suprême iranien, a tenu des propos particulièrement fermes lors d'une interview accordée à CNN. Le récit est signé CGTN News dans ce grand journal. Israël affirme avoir frappé un quartier général de drones appartenant au corps des gardiens de la révolution islamique iranienne. L'Iran affirme avoir détruit une base d'hélicoptères américaine au Koweït. Dans une interview accordée à CNN, le conseiller en politique étrangère du bureau du guide suprême, Kamal Karazi, a exprimé ses doutes quant à la diplomatie et a déclaré que l'Iran pouvait continuer à se battre pendant encore longtemps. I don't see any room for diplomacy anymore. Je ne vois plus aucune place pour la diplomatie car Donald Trump a trompé les autres et n'a pas honoré ses promesses. Nous en avons fait l'expérience à 2 reprises durant les négociations. Nous étions d'ailleurs en pleine négociation quand ils nous ont attaqués. La fin du jeu sera le moment où les Américains et les Israéliens comprendront que ces stratégies ne fonctionnent pas et qu'ils doivent arrêter leur agression contre les Iraniens. Le président américain Donald Trump affirme que les frappes contre l'Iran prendront fin bientôt. Sa déclaration contredit celle faite précédemment par le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, qui avait averti que la bataille ne faisait que commencer. Donald Trump affirme que les objectifs des États-Unis ont été largement atteints. Les forces américaines ont frappé plus de 5000 cibles iraniennes depuis le 28 février. Le président Trump se dit également déçu de la nomination de Mojtaba Khamenei au poste de nouveau guide suprême de l'Iran, mais refuse de commenter les futures actions militaires. Nous resterons toujours dans la guerre. Les partisans de Donald Trump soutiennent-ils son choix de déclarer la guerre à l'Iran? Sur les habitants de Fort Campbell, une base militaire située à la frontière entre le Kentucky et le Tennessee, écoutons ça dans un reportage spécial pour vous dans ce grand journal. Aux portes des Appalaches, bienvenue dans l'Amérique qui a voté à 80% pour Donald Trump. Dans cette partie du Tennessee, il existe une concentration unique de boutiques à l'effigie du président. Comme celle-ci où nous avons rendez-vous et où ses admirateurs viennent se fournir. Mon fils de 2 ans adore Trump. À chaque fois qu'il le voit à l'écran, il applaudit. Ah vraiment? Regardez, les enfants adorent celui-là avec Trump en blouson Top Gun. Cody Forrester, le patron, nous accueille. Un indéfectible partisan du président. On a un drapeau qui est en rupture de stock. Celui-ci, avec Trump en sauveur de l'Amérique. Pour lui, la guerre, le régime iranien l'a bien cherché. Ils auraient dû écouter ce que Trump leur demandait. Il leur disait ne faites pas ci ou ne faites pas ça, suivez nos règles. S'ils avaient fait ça, ils n'auraient pas eu de problème. Dans l'arrière-boutique, sa femme, Mindy, travaille sur les nouveaux modèles de t-shirts, à l'effigie de l'opération militaire en cours. On a commandé celui-ci et aussi celui-là à droite. Que les gens puissent afficher leur soutien. Elle est plus mal à l'aise vis-à-vis de cette guerre. Mais elle ne retire pas pour autant sa confiance au président. Ça me dérange. Je comprends pourquoi il le fait, mais je n'aime pas la guerre. Mais vous pensez qu'il applique son programme l'Amérique d'abord? Oui, car je pense qu'il fait ce qu'il faut pour faire passer l'Amérique en premier et nous garder en sécurité. Donald Trump a pourtant fait campagne sur le fait qu'il ne déclencherait pas de nouvelle guerre. Alors, a-t-il renié sa parole? Ces terres républicaines accueille l'une des plus grandes bases militaires du pays, Fort Campbell. 30 000 soldats, dont certains déployés au Moyen-Orient. Ce couple a son fils et son petit-fils dans l'armée. Ils sont venus leur rendre visite, non sans inquiétude. Mon petit-fils s'est entraîné pour ce type d'opération. Et il a 2 enfants. Et sa femme aussi est soldate. J'ai peur que nous n'ayons pas de plan de sortie.
voire pas de plan du tout. On est resté 20 ans en Afghanistan et on ne veut plus ça. Autour de la base, c'est toute une ville qui vit de la présence militaire, avec ses bureaux de recrutement, ses magasins d'équipements spécialisés. Mike Raleigh nous accueille dans le sien. Ça fait longtemps que vous faites ça? Presque 4 ans maintenant. Ah, vous avez vu défiler quelques soldats alors? Ah oui, j'en ai vu un certain nombre. Parfois, ils ont juste besoin d'une gamelle pour leur repas, ou d'une paire de genouillères en plus, ou tout simplement d'une gourde. Lui comprend le revirement de Donald Trump et son choix d'engager le pays sur le chemin de la guerre. J'aime le fait que, malgré ses réticences, il ait jugé qu'il fallait le faire. Il a eu le courage de changer d'avis. D'autres présidents ne l'auraient pas fait et auraient laissé un autre pays nous gifler. Mais qu'en pensent ceux qui ont servi sous les drapeaux? Nous avons rendez-vous avec ce groupe de passionnés de Jeep. Ici, on affiche son patriotisme jusque sur le châssis de la voiture. Mon père est un vétéran et j'en ai 4 autres dans ma famille. C'est important pour moi. Ce soir-là, c'est un ancien de la Navy qu'ils viennent voir chanter. La guerre se déroule à près de 11 000 kilomètres, mais elle est malgré tout présente dans les esprits. Le président fait un boulot incroyable et je ne demande pas mieux que de le voir continuer à nous protéger et à protéger nos intérêts. Cet ancien combattant du Vietnam se dit favorable aux frappes contre le régime iranien, mais il s'interroge sur la suite. Vous seriez d'accord avec l'envoi de troupes au sol? Je faisais partie des troupes au sol au Vietnam. Ça serait terrible, on a déjà perdu plusieurs soldats. Au Vietnam, on en a perdu 58 000 et 2 millions de Vietnamiens. Mais d'autres voient surtout l'impact économique de cette guerre dont la durée est incertaine. Les prix au supermarché atteignent des sommets. Et dans cette ville, le prix de l'essence a augmenté de 20 centimes le litre en l'espace d'à peine quelques jours. Alors non, c'est pas l'Amérique d'abord, c'est Trump d'abord. L'Amérique a élu Donald Trump sur des promesses de pouvoir d'achat revigoré. De ses détracteurs à ses partisans les plus fervents, elle sera attentive à l'évolution de la guerre et à son impact sur les prix du quotidien. Selon le quotidien américain, le Washington Post, malgré l'opération militaire de la puissance et la puissance des bombardements, la structure de commandement du régime reste profondément enracinée, difficile à démanteler, uniquement par des attaques aériennes. Les analystes cités par le journal estiment que les dirigeants religieux et les responsables militaires disposent de réseaux de protection, de bunkers et de systèmes de commandement dispersés, ce qui rend leur élimination extrêmement complexe, toujours selon le Washington Post. Une campagne américaine peut affaiblir les camps. Écoutons un expert du Moyen-Orient sur la RT dans ce grand journal. Madame Stam, bonsoir à vous. Bonsoir, merci d'être là. Alors, selon le Washington Post, les frappes massives contre l'Iran ne mèneront pas donc à l'élimination des élites religieuses et militaires du pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse ? Oui, tout à fait, je suis d'accord, parce que c'est mal connaître l'Orient que de s'attaquer avec les grosses bottes d'Américains à cette région qui est une région en mosaïque dont beaucoup de choses dépendent dans le monde. En fait, ils ont regardé par exemple que le pétrole américain ne dépendait qu'à 5-7%. Ils ont pris le risque parce qu'ils pensaient que l'impact serait du détroit d'Ormuz serait minime sur l'économie américaine. Et ils constatent aujourd'hui que non. En fait, le détroit d'Ormuz, c'est vraiment le cauchemar des économistes qui craignent une crise pétrolière. Est-ce que vous pensez qu'avec la nomination du nouveau guide suprême en Iran, le fils donc du défunt Ali Khamenei, si vous voulez, cette opération donc contre l'ayatollah suprême est réduite à
si ce n'est pas à zéro, à néant, mais est largement réduite donc aux yeux de la communauté internationale aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les institutions iraniennes peuvent survivre et continuer d'exister au vu donc de cette pression ? Les Américains ont offert à Ali Khamenei une mort en martyr et ils l'ont en fait élevé à un rang vraiment inatteignable pour un ayatollah qui serait parti de sa mort paisible dans un appartement par exemple. Là, il s'agit en plus de quelque chose qui s'est très vite devenu pas du tout gérable. C'est pas Maduro entouré de traîtres autour de lui. Ayatollah Khamenei avait son entourage et on a frappé les esprits en plus en tuant tout un tas d'Iraniens dont par exemple les 175 femmes et enfants fillettes dans une école maternelle. En fait, on a tout de suite dressé la société iranienne contre soi parce qu'on ne connaissait pas la région. Et c'est pas une région dans laquelle tout le monde est contre les mollahs ou que tout le monde souhaite que les Américains viennent les libérer, et encore moins les Israéliens. Donc c'est une attaque qui a été très mal perçue, et d'ailleurs pour juste, ils ont tout à fait raison, ils n'ont pas à s'imposer, à être imposés. Les Américains comme choisissant en fait les dirigeants partout, etc. La démocratie, les libertés. On a vu tout ça. On a vu en Afghanistan, on a vu en Irak, on a vu en Libye. Ils laissent que le chaos après soi. Et ils pensent qu'aujourd'hui, un peuple qui a 5000 ans d'histoire, c'est des Perses. L'Iran, c'est pas un pays de tribus inconnues qui tout à coup pourraient s'enticher de sympathie envers les Américains et les Israéliens qui viendraient les libérer de méchants mollahs. Non, le système a tenu, mieux encore. C'est-à-dire le système s'est durci. Aujourd'hui, nous avons Pezeshkian qui parle, mais qui n'est absolument pas écouté et qui n'est pas du tout aujourd'hui une force. Le président démocratiquement élu, lui, n'a plus du tout aucune force, puisqu'il est soupçonné d'être quelqu'un de sympathique d'après Trump. Donc il n'a plus aucun crédit. Et ceux qui ont le crédit, c'est la ligne la plus dure, et ils vont aller en dureté, ils vont pas se laisser capituler comme ça. Trump s'est complètement trompé et son entourage n'a rien compris à la région. Aujourd'hui, Donald Trump serait peut-être contraint de demander au Congrès si oui ou non il va pouvoir poursuivre cette guerre, puisque plus de 4 milliards de dollars ont déjà été dépensés. Alors paraît-il, à partir de 6 milliards, il faut donc l'approbation du Congrès. Est-ce que vous pensez... Trump, Netanyahou, une guerre et deux visions. La guerre déclenchée contre l'Iran en février 2026 marque un tournant majeur dans la géopolitique du Moyen-Orient. Derrière l'alliance militaire entre Washington et Tel Aviv se cachent toutefois deux visions stratégiques distinctes. Celle de Donald Trump, centrée sur les intérêts américains, et la dissuasion est celle de Benjamin Netanyahou, motivée par la sécurité existentielle d'Israël et la transformation durable de l'équilibre régional. Écoutons les détails sur BFM TV dans ce grand journal. Anaïsa Capellini, les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran ensemble. Depuis le début de la guerre, l'entente opérationnelle a été parfaite, mais désormais, il semble qu'il y ait des dissensions. Et oui, en fait, les deux sont en train de mener de guerres complètement différentes, puisque leurs objectifs sont totalement différents. C'est vrai qu'il est compliqué de savoir exactement quels sont les objectifs de Donald Trump, mais on sait qu'il a plutôt intérêt à une guerre très rapide pour affaiblir le régime iranien, sans créer trop de déstabilisation dans la région. Éventuellement se débarrasser d'un guide suprême qui ne lui convient pas pour placer quelqu'un qui l'approuve. Mais voilà, l'idée c'est surtout d'éviter une guerre longue au Moyen-Orient. Alors que Netanyahou, lui, c'est totalement le contraire. Il veut éradiquer le régime iranien. C'est ce qu'il voulait déjà pendant la guerre des 12 jours avant que Donald Trump ne sonne la fin de ce conflit. Donc là, c'est l'occasion. En fait, Netanyahou considère que l'Iran est une menace existentielle pour Israël. Et pour lui, c'est un projet politique. Ça fait 40 ans qu'il rêve d'anéantir cette menace-là. Donc vous voyez, les objectifs
ont été alignés pendant un moment, ils ne le sont peut-être plus maintenant. Analyser les opinions publiques aussi ont un rapport à la guerre totalement différent. Bien sûr, ça compte énormément. On sait que la guerre est plutôt bien acceptée en Israël. Ça s'explique là aussi par la proximité de l'Iran et d'Israël. Alors qu'aux États-Unis, cette opération est de plus en plus critiquée, surtout dans le camp MAGA qui voudrait qu'on se concentre plutôt sur les États-Unis. Il ne faut pas oublier que les deux, Netanyahou et Trump, ils ont des élections prévues cet automne. Alors que Netanyahou, il a intérêt à y arriver en tant que chef de guerre victorieux avec cet aura qui va l'aider, pour Donald Trump, c'est le contraire. Son but, c'est d'y arriver sans avoir perdu trop d'argent, trop d'hommes, trop de crédibilité dans un conflit à l'autre bout de la planète. Et ça commence à se voir sur le terrain. Bien sûr, l'exemple parfait, c'est ce qui s'est passé dimanche quand les Israéliens ont frappé les dépôts de carburant à Téhéran. Selon Axios, ça a surpris les Américains. Le président Donald Trump n'a pas du tout approuvé la stratégie israélienne qui frappe la population civile, qui pourrait ressouder donc le régime et surtout qui pourrait créer une escalade très dangereuse. Donc vous voyez, même sur le terrain, on a des petites frictions qui commencent à apparaître. Frictions qui se voient autour des enjeux sur l'île de Karg. Oui, c'est une petite île, ça représente un quart de la surface de Paris. Elle se trouve au nord du golfe Persique et c'est la cible la plus sensible de l'Iran en ce moment parce que c'est là en fait que l'Iran charge la plupart de son pétrole. On estime que 9 barils sur 10 sont chargés sur cette île. Pourquoi ? C'est un des rares endroits en Iran où les eaux sont assez profondes pour faire passer les pétroliers. Donc attaquer Karg, ça voudrait dire provoquer une escalade majeure. Effectivement, ça pourrait affaiblir le régime des mollahs, mais derrière on pourrait avoir des ripostes sur tous les sites pétroliers du Golfe, et puis aussi ça pourrait affaiblir définitivement tout futur gouvernement iranien. C'est pour ça que les États-Unis, ils ont défini une ligne rouge sur Karg, alors que les Israéliens, eux, ils estiment qu'il faut frapper le système énergétique, toute l'industrie énergétique iranienne, parce que c'est ça qui va paralyser l'économie iranienne. Donc vous voyez, ces deux scénarios reflètent deux visions très différentes. Qui va l'emporter au sujet de Karg? Qui va imposer sa vision sur le conflit? On voit en tout cas là une petite fracture qui naît dans cette alliance autrefois si solide. Le monde qui bouge, c'est à retrouver en replay, en podcast sur l'application BFM Business. Allez, Nous restons toujours au Moyen-Orient. La stratégie guerrière de Benjamin Netanyahou contre l'Iran a-t-elle influé sur Donald Trump? Le récit ici des France TV Info dans ce grand journal. 6 visites officielles. Aucun autre dirigeant n'est venu autant aux États-Unis que Benjamin Netanyahou en un an. Aucun n'a autant parlé à l'oreille de Donald Trump, jusqu'à ce que les deux hommes décident de partir en guerre ensemble, contrairement à ce qu'avait toujours promis le président américain. Au point que certains, comme ce vétéran, s'insurgent jusqu'au Sénat. Personne ne veut se battre pour Israël. Tout s'est accéléré ces 3 derniers mois à l'initiative de Benjamin Netanyahou. Le 29 décembre, le Premier ministre israélien vient à Mar-a-Lago. Devant les caméras, il complimente le président. Je le dis encore et encore. Nous n'avons jamais eu d'amis comme Donald Trump à la Maison-Blanche. Il est venu avec un but précis. En coulisses, il déclare à Trump qu'il compte attaquer l'Iran dans les prochains mois et demande son soutien opérationnel. Les États-Unis se retrouvent alors face à un dilemme, avoué par Marco Rubio il y a quelques jours. On savait qu'il y aurait une opération d'Israël. On savait que ça précipiterait une attaque de l'Iran sur les forces américaines dans la région. Et on savait que si on n'allait pas de façon préventive, on aurait davantage de pertes. Début janvier, les manifestations prennent de l'ampleur en Iran. Donald Trump envisage des frappes ciblées, ponctuelles, mais pas une guerre. Nous sommes parés, prêts à y aller. Le 14 janvier, appel de Netanyahou. Il demande à Trump de ne pas frapper tout de suite, d'attendre qu'Israël soit prêt pour une opération conjointe de grande envergure. Mais le président américain veut encore essayer la diplomatie. Il envoie ses émissaires négocier avec l'Iran. Le 11 février, Benjamin Netanyahou se redéplace en personne. 3 heures de discussion et de pression. C'est là qu'il aurait réussi à convaincre Trump que toute diplomatie était vaine, que la seule solution était la guerre. Je ne vous cache pas que j'ai exprimé un certain scepticisme sur la possibilité de tout accord avec l'Iran. Le lendemain, le plus grand porte-avions américain est envoyé au Moyen-Orient, rejoindre une flotte déjà impressionnante. Le 13 février, Donald Trump parle pour la première fois de changement de régime. Ce serait la meilleure chose qui puisse arriver. C'est lors d'une ultime discussion au téléphone le 23 février que le sort de l'Iran est scellé. Quand Netanyahou laisse entrevoir à Trump la possibilité historique de faire tomber Ali Khamenei. Accusé de s'être fait tordre le bras par Israël, Donald Trump se défend. Vu comment les négociations se déroulaient, j'avais l'impression que l'Iran allait attaquer en premier. Et je ne le voulais pas.
Donc c'est plutôt moi qui ai forcé la main d'Israël. Le risque pour Benjamin Netanyahou, c'est que Donald Trump finisse par le lâcher si cela lui coûte trop cher politiquement, ici, aux États-Unis. De Rochef pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, Swag Radio, on est avec du style. Alexa Open, Swag Radio, écoutez Swag Radio 24h/24, Swag Radio, le son qui swag. Les infos sans cassure et sans bavure, infos à la vitesse de la lumière, c'est l'affaire de P-News, votre référence en matière d'infos. P-News sur Facebook et sur WhatsApp. Brothers Café Créole, de Place to Be, la bonne cuisine haïtienne sans limite. À Brothers Café Créole, des mets délicieux. À Brothers Café Créole, au 299 Main Street Everett. Chiffre le 617 294 14 25. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite là-bas. En Haïti, polémique médiatique. En Haïti, Rosemont Jean accuse Assad Volsi et la ministre de Planification dans une affaire de kidnapping. Écoutons Rosemont Jean au micro de la presse. Considérer nomination d'Amsa qui dit c'est Madame Assad Volsi, prétendu à Madame Assad Volsi, soi-disant par le ministre qui est Assad Volsi revendique comme Madame non, pour qu'elle couvre politiquement. C'est une récompense que vous avez à Assad Volsi pour contribution à l'assassinat de Jovenel Moïse. Et Assad Volsi, campé pour le dire, l'a fait grand aura présenter Madame Ni, soi-disant Madame Ni, comme Madame qui est intelligente pile. Vous pensez si Dame n'était Madame vraiment Assad Volsi, Assad Volsi t'a prend micro pour le dire Madame Ni c'est volé. Ou pas c'est Assad Volsi qui dit Madame Ni. En Haïti, l'autre monde intelligent. Mon cher type, ça son type extrêmement intelligent. Son est très intelligent. C'est pour connaissance, c'est compétence. Mais l'autre on est et tant son est intelligent pile. Ça veut dire c'est ça ce mot, c'est ça je voulais dire pour le gars. Assad Volsi c'est un ancien kidnappé. Ancien présumé kidnappé. Il vient faire entrer dans la politique. Il vient mettre campé Gazette d'Haïti. Puisqu'il mettait Gazette campé. Il dit prétendu journaliste, soi-disant journaliste. Tout vrai journaliste connaît. Journaliste, son sacerdoce, son sacrifice. C'est deux monde qui ont servi. Vous comprenez? Pas de train de vie. Regardez, ensemble de journalistes. S'il n'y a pas l'autre petit business qu'elle a pris, nous connaissons le chômage déguisé. Excusez-moi, ce n'est pas des gars manquent nous, mais comprenez, nous connaissons la réalité, train de vie, comment on traite les journalistes en Haïti. C'est nous qui noble, c'est sacrifice, c'est bataille là, mais au point de vue traitement, journaliste, pas de traitement qu'elle méritait. Nous tous connaissons. Les Assad Volsi présentent, soi-disant, présentent un monde que madame n'a acheté $18,000 américains. Premièrement, quand on connaît qui métier madame Assad Volsi, ça l'apprend. Même l'autre médecin, si vous faites médecin en Haïti à l'étranger, il faut remettre encore. Et là, regardez le train de... Toujours en Haïti, le Conseil électoral provisoire, CEP, poursuit activement le processus d'enregistrement des partis et regroupements politiques dans le cadre préparatif des prochaines élections en Haïti. Cette démarche s'inscrit dans la volonté des autorités électorales de remettre en marche la machine démocratique et de créer les conditions nécessaires à l'organisation d'un scrutin crédible et inclusif dans le pays. Écoutons un extrait dans ce grand journal signé Radio-Télé-Guinée. L'épine dorsale démocratie, c'est élection. C'est moyen par lequel le peuple a gagné pour lui choisir dirigeant livré pour diriger. Haïti nous écarté processus ça depuis après dernière élection en 2016. Nous en 2026, nous ne pourrons jamais faire élection dans le pays. RDNP qui c'est gardien même des principes démocratiques en tant que social-démocrate
et démocrates progressistes, nous croyons dans l'élection. Nous voulons gagner l'élection et nous disons, dans n'importe quelle circonstance, malgré quantité d'exactions qu'on fait sur nous comme parti politique, nous tous qui là comme journalistes, nous connaissons l'histoire et tout tracas RDNP connaît dans toute histoire. Nous venons inscrire son signe qui dit nous voulons élection et nous pas attendre encore. Le Conseil électoral a lancé le processus d'inscription pour parti politique. Nous venons. Chef gouvernement, qui est à la fois chef exécutif là, Premier ministre DJ Fizeme, il a demandé un consensus politique pour le mener le pays à une élection. RDNP signe pacte politique ça qui dit c'est stabilisation élection. Donc inscription aujourd'hui dans le conseil électoral là comme parti politique, livre dit nous pas attendre encore faut gagner élection dans le pays et ceci faut en 2027 nous Laissons Haïti, nous irons dans le continent africain, guerre au Moyen-Orient. Les économies africaines impactées par le conflit, une tendance déjà observée lors de la guerre en Ukraine en 2022. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. La flambée des prix du pétrole provoquée par la guerre en Iran atteint déjà les économies africaines, menaçant les prix du carburant à la pompe. L'Afrique importe la plupart de ses produits pétroliers, ce qui rend de nombreuses économies très vulnérables aux perturbations liées aux tensions au Moyen-Orient, une région centrale où transitent la plupart des produits pétroliers mondiaux. Par ailleurs, à mesure que les prix augmentent, les devises africaines s'affaiblissent. Nombre d'investisseurs transfèrent leurs fonds vers des valeurs refuges telles que le dollar américain. Une combinaison qui amplifie l'impact de la flambée des prix sur les marchés dépendants des importations, notamment au Kenya ou encore au Ghana. Une tendance déjà observée lors de la guerre en Ukraine, lorsque la hausse des prix du brut et l'affaiblissement du rand avaient fait grimper les prix du carburant en Afrique du Sud de plus de 25% en 6 mois. Les marchés pétroliers restent particulièrement sensibles au conflit en raison de l'importance stratégique du détroit d'Ormuz, un étroit couloir maritime par lequel transite environ 1/5 du pétrole brut mondial. C'est la fin de ce grand journal pour ce aujourd'hui. Avant de partir pour aujourd'hui, couleur du temps, ciel partiellement nuageux au cours de la journée, température maximum environ 60 degrés Fahrenheit, minimum 42, vent nord-est autour de sec à 10 miles par heure.
Alors aujourd'hui, beau temps encore, profitez-en. Bonne température sur Boston. Faible probabilité de pluie ou neige légère, ciel nuageux le matin, avec quelques éclaircies pour ce aujourd'hui. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Présenté le grand journal Erlich Dorelas depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde. Alexa Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude. Swag Radio, on est avec du style. Pour les infos sans cassure et sans bavure, c'est l'affaire de P-News. Info à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. Brothers Café Créole de Place to Be pour la bonne cuisine haïtienne. Allez manger au 299 Main Street Everett. Chiffrez le 617 294 1425. Allez, au revoir. Rendez-vous c'est pour demain. Et joyeux mardi, joyeuse semaine. Au revoir, à demain.